histoire au bout du fil, un souffle d'art au creux de votre oreille. Aujourd'hui, exceptionnellement, en direct sur la radio Jet FM, une production de la compagnie La Lune Rousse. Allô Florelle. Alors tout d'abord merci, on ouvre le feu toutes les deux, c'est super. Merci. D'accord. Merci d'avoir dit ok pour faire ce petit bout de chemin ensemble. Ok. Voilà, alors comme je disais tout à l'heure, moi j'ai mon seul souci en fait dans cette opération, c'est que j'aime beaucoup plein de textes. Donc, d'accord. Je ne fais pas, quand j'interviens comme ça, je ne me fais pas un scénario en me disant, alors je vais commencer par ce texte-là, puis après je vais faire celui-là, puis après je vais faire celui-là, parce que j'y arrive pas, tout simplement. Mm-hmm. Donc, en fait, je mets mon auditrice ou mon auditeur à contribution. Donc, d'accord. Florelle, d'abord, es-tu bien installée ? Oui. Bon, d'accord, tu t'es préparée. Très bien. Alors, j'ai des textes devant moi. J'en ai 6 exactement. Je ne vais pas évidemment tout lire, vu qu'il y a Jeff en face de moi qui va me faire un signe si je dépasse le temps. Donc, eh bien, quel texte choisirais-tu entre le numéro 1 et le numéro 6 ? Je vais prendre le texte numéro 5. Le texte numéro 5. Alors, le texte numéro 5, c'est un extrait d'un livre qui a été écrit par Matei Vichniek. Et c'est exactement, le titre, c'est « Histoire des ours pandas » raconté par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort. Ah, waouh. Déjà, rien que le titre. Et voilà. Et donc, comme tu le sais sans doute, c'est le thème de l'amour. J'ai pris des textes sur un amour, voilà, ça peut être plein de choses, plein de déclinaisons. Mais il s'avère que celui-là, c'est une demande en mariage. Ah, waouh, ok. Lui, je veux t'épouser. Elle, d'accord. Lui, tu n'es pas marié, j'espère. Elle, non. Lui, parfait. Lui, alors ? Elle, alors quoi ? Lui, est-ce que tu veux être mon épouse ? Elle, mais tu n'es pas mariée, j'espère. Lui, non. Elle, parfait. Lui, alors ? Elle, alors quoi ? Lui, on se marie ? Elle, oui. Lui, je veux qu'on le fasse tout de suite. Elle, d'accord. Lui, maintenant. Elle, maintenant ? Lui, maintenant. Elle, aujourd'hui. Lui, pas aujourd'hui. Maintenant. Elle, maintenant. Lui, oui. Elle, d'accord. Lui, alors ? Elle, alors quoi ? Lui, on le fait. Elle, oui. Lui, parfait. Lui, il nous faut un témoin. Elle, si on veut. Lui, t'as raison, on n'a pas besoin de témoin. Elle, non. Lui, très bien. Lui, on a besoin de personne. Elle, non. Lui, très bien. Elle, mais il nous faut un peu de cérémonial, quand même. Lui, on peut monter sur le toit, si tu veux. Elle, d'accord. Il ouvre la trappe du plafond et il monte sur le toit. Lui, tu es prête ? Elle, oui. Lui, tu es sûre ? Elle, oui. Lui, je te demande pour la dernière fois, tu es sûre ? Elle, oui. Lui, alors je nous déclare mari et femme. Elle, oui. Le téléphone sonne, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois,
7 fois, 8 fois, puis les appels cessent. Voilà pour le premier texte. Ok, merci. Pour la demande en mariage. C'est joli de se marier sur le toit d'un Oui, puis immeuble. de se marier aussi simplement aussi. Aussi, tout à fait. Absolument. Alors, donc, tu as donc choisi le numéro 5. Donc, il reste le 1, le 2, le 3, le 6 et le 4. Je vais prendre le texte numéro 2. Numéro 2. Alors, c'est un texte d'un auteur qui s'appelle Jacques Sternberg et c'est extrait des Contes glacés. Est-ce que tu tricotes, Florelle ? Oh, j'ai tricoté il y a très longtemps. Bon. Je saurais moins faire aujourd'hui. D'accord. Eh bien, voici donc le texte « La tricoteuse ». Jamais il ne l'avait vue sans ses aiguilles à tricoter. C'était sa seule passion, son unique préoccupation. Même quand la foudre tombait à quelques centimètres de sa fenêtre, elle ne levait pas les yeux. Mais il avait vu ses yeux. Ils étaient verts, admirables. Car Ilge était belle, étrangement belle. Et plus étrange était encore la collision qu'il y avait entre la beauté d'Ilge et la banalité du travail qu'elle accomplissait avec tant de persévérance. Il lui fallut 6 mois pour décider Ilge à abandonner un instant son tricot et ses aiguilles. Il l'entraîna vers le lit, il la déshabilla, mais dans ses cheveux, il vit un petit fil de laine enfoui entre 2 mèches. Il le tira ainsi pendant 1 heure. Quand il en vit la fin, il comprit qu'il avait défait Ilge et qu'à sa place, il avait entre les mains une énorme pelote de laine. Il la posa sur la table. Qu'aurait-il pu faire d'autre ? Voilà, c'est parfois dangereux de se mettre à tricoter. Oui. Si tu veux pas finir telle la pelote de laine moyenne, faut faire très attention. Faut se méfier des tricots comme ça qu'on défait sans savoir. Hein. Oui, absolument. Derrière le pull, il peut y avoir quelqu'un. Et on le détricote et hop, mince alors. Alors, allez, je pense qu'on a le temps pour un dernier. Voilà, ou même plus. Vas-y. Alors, il reste le 4, le 3 et le 6. Je vais prendre le 4. Le 4. Alors, ça, c'est un de mes préférés. C'est dans ma bibliothèque, c'est un qui n'est pas très vieux. Alors, ça s'appelle Les gestes du linge. Il a été écrit par Amandine Marambert. Je ne vais en lire que des extraits. Et il est illustré par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui quelquefois édite des cartes postales, qui s'appelle Valérie Linder. C'est quelqu'un qui illustre les choses avec je pense, de la plume et de l'encre de Chine. C'est très délicat, les dessins, et du coup, c'est associé au texte. Et donc, ça s'appelle donc « Les gestes du linge ». Et là, on est dans l'amour du linge. Voilà. Mm-hmm. Tu me racontes le ménage du linge. Vêtements trop petits dans un carton. 1 heure de repassage. La cagoule usée qu'il faut remplacer. C'est soin au tissu qui couvre les peaux des habitants d'une même maison. Ici, le linge sèche haut, au-dessus de ruelles en pente, la mer en enfilade. Dans l'air flottent des odeurs de lessive, parmi celles des fleurs et de la cuisine. L'intime est postité au ciel.
à suspendre des épingles neuves sur le fil, je me dis que je les ai toujours vus comme des alignements d'oiseaux, gardiens de ce qui recouvre nos peaux. Les pinces à linge sont lèvres qui mordent la peau du linge. Tous les draps des lits passés à la machine le même jour, séchés puis remis le soir même, pour s'endormir au jardin sur un oreiller de plumes d'oiseaux. Le voisin lit la météo sur les lignes de mon fil à linge. Ah, si elle en a mis à sécher, c'est qu'il va faire beau ou venter. Ces jours-ci, je me sens lessivée, essorée, comme d'avoir longtemps tourné en rond dans la machine sans pouvoir en sortir. Je trie les sous-vêtements troués, comme chacun une tranche de vie effilochée, des slips de garçon, mes culottes de jeune fille, celles d'avant, pendant, après les maternités, strates de la vie intime, lisibles sur la trame des dessous. Je détache les vêtements dans le lavabo faïence blanche, savon, couleur marron, cuir qui essaye d'effacer ce qui traverse nos vies. Terre, herbe, chocolat, vin, sang, encre. Les gouttes de sueur perlent à mon front plissé, les mains quelquefois étonnées de parvenir à ôter ce qui fait trace. Lavage délicat à la main des tissus fragiles, peau des peaux, programme à froid pour ne pas abîmer les frissons qui nous parcourent. Dans les tricots des mères, il y a leurs doigts passés dans la laine, comme caresses enveloppant les enfants durablement. Les boutons, choisis avec soin, bonbons sucés aux encolures. Le pliage des draps est une façon de se donner la main avec du tissu au milieu, qu'on tend avec les bras pour défroisser les heurts. Ma mère m'a donné le sèche-linge de ma grand-mère. Son écriture ronde sur la notice d'utilisation. Si le temps est trop long, le linge ressort chiffonné. Elle qui n'avait plus la force de hausser les bras jusqu'au fil, mes gestes se superposent aux siens pour suspendre les draps au soleil du jardin. Voilà. Merci, c'est un très beau texte. Ouais, très. C'est très sensuel. Oui, c'est vraiment, complètement. Voilà. On a le Et puis toucher. c'est drôle parce que l'enchaînement avec le texte d'avant, qui parlait beaucoup de laine, et Oui. là d'un coup on se retrouve avec des vêtements comme si les corps étaient absents, puis ils ont l'air de revenir après. Tout à fait, absolument. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment, il y a de la sensualité dans ce texte. Alors je regarde Jeff pour qu'il me dise, c'est bon, on peut s'en faire un dernier, super. Un dernier, ouais. Ok. Alors celui-ci, je vais te le lire et je te donne pas l'auteur. Ça va être le quiz. Tu vas essayer de deviner qui c'est. C'est parti. Oyez ceci. Un brave ogre des bois, natif de Moscovie, était fort amoureux d'une fée. Et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut. L'ogre, un beau jour d'hiver, peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée et salue, et s'annonce à l'huissier comme prince au Grouski. La fée avait un fils, on ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie, et quant aux mioches, bel enfant blond nourri de crème et de brioche, dont fait par quelque Ulysse à cette Calypso, il était sous la porte,
et jouaient au cerceau. On laissa l'ogre et lui tout seul dans l'antichambre. Mais comment passer le temps quand il neige en décembre et quand on n'a personne avec qui dire mot? L'ogre se mit alors à croquer le marmot. C'est très simple, pourtant c'est allé un peu vite, même lorsqu'on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi les mioches du prochain. Le bâillement d'un ogre est frère de la faim. Quand la dame rentra, plus d'enfants. On s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. « As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j'ai ?» Le bon ogre naïf lui dit « Je l'ai mangé. » Or, c'était maladroit. Vous qui cherchez à plaire, jugez ce que devint l'ogre devant la mère, furieuse qu'il eût soupé de son dauphin. Que l'exemple vous serve. Aimez, mais soyez fin. Adorez votre belle et soyez plein d'astuces. N'allez pas manger, comme cet ogre russe, son enfant, ou marcher sur la patte de son chien. Voilà. Donc ça, c'est le dernier texte. Alors, de qui est ce texte? Pour moi, c'est un conte ou une fable, ça c'est sûr. Ouais. Mais je pense que c'est une fable contemporaine, du coup, non? Eh bien voilà. Alors, en fait, quand j'ai vu ce texte-là et que j'ai vu, moi, l'auteur, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Moi, j'avais des souvenirs de cet auteur au collège, au lycée, avec des choses super dramatiques. Alors, je vais te donner juste un petit truc. Si je te dis les hommes qui se réchauffaient sur le ventre des chevaux morts, à qui ça te fait penser? Les hommes qui se réchauffaient sur le ventre des chevaux morts. Oui. C'est une phrase que c'est la seule peut-être phrase que j'ai retenue des études de texte au lycée. Eh bien, en fait, étonnamment, c'est Victor Hugo qui a écrit ce texte. Waouh, ok, oui, j'aurais jamais trouvé. Non. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, parce qu'il y a un côté presque, j'étais en train de chercher du côté de Charles Perrault ou des Fables de La Fontaine, mais des classiques en fait. Surtout qu'il y a une morale à la fin. Enfin. Ah oui, tout à fait. Et non, c'est Victor Hugo. Étonnant, n'est-ce pas? Merci pour la découverte. Il n'y a pas de quoi. Bon, eh bien, je crois que nous allons donc conclure. Merci beaucoup, Florelle, de m'avoir prêté tes deux oreilles. Merci, Odile, pour tes histoires. Merci. Et puis voilà, c'est toujours un vrai plaisir de partager ce genre de choses. À bientôt. C'est vrai. À bientôt. Histoire au bout du fil, en direct sur Jet FM, avec Aurel Salmon, Clara Frère, Gérard Guérif et Odile Bouvet.